Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Philosophe, Front Populaire, c'est votre revue que vous avez confondée avec votre ami Stéphane Simon. La gauche immorale de Robespierre aux islamo-gauchistes, c'est le numéro de cette semaine, et aussi votre livre Dieu, le philosophe et le rabbin, paru en novembre 2022 aux éditions Bouquin. On va parler de l'actualité, Michel Onfray. Ces manifestations contre la réforme des retraites qui prennent des formes très diverses. En ce moment, il y a une marche au flambeau à Paris avec à la fois des syndicalistes, mais aussi des salariés qui disent voilà, nous on ne peut pas sur nos heures de travail faire grève, mais on vient le soir avec des flambeaux pour dire notre hostilité à la réforme des retraites. Vous comprenez ce type de manifestation? Ces gens qui, après le travail, disent on ne veut pas finir de bosser à 64 ans dans la vie. Oui, bien sûr, ils ont raison. C'est vraiment la question du temps de partage, enfin du temps de travail partagé qui se pose. Je pense que les politiciens, les syndicalistes sont des feignants depuis très longtemps. Ils travaillent pas. Ils auraient dû travailler, enfin, normalement, quand on est de gauche, quoi. On aurait dû penser à ces questions de la retraite, du travail, en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer avec une société qui a complètement changé. Alors, peut-être que la CFDT a proposé des choses, la CGT aussi, Michel Onfray. Là, je parle des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui font des propositions. Enfin, on sait qu'ils fonctionnent avec un certain nombre de syndicats, mais ils ont la base, les syndicats, enfin, on peut travailler tous ensemble en se disant, mais le travail a changé. Pourquoi y a-t-il des gens qui gagnent un argent fou alors que d'autres sont pauvrissimes? Pourquoi est-ce qu'il y a cette paupérisation? Il y a des nouveaux instruments, le téléphone portable, l'ordinateur, des nouvelles technologies, tout ce qui fait qu'il faut repenser le travail et le repenser autrement que de manière jacobine, en disant c'est comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui vide des poubelles et quelqu'un qui fait de la neurochirurgie, par exemple, le travail pour lui c'est la même chose. Non, il y a des épanouissements personnels. Moi, je ne veux pas m'engager pour vous, mais je veux dire, moi, je fais un métier épanouissant, je compte pas mes heures, je vais pas partir en vacances, je vais pas partir en week-end, je vais pas partir à la retraite parce que j'aime mon métier. Mais il y a tellement de gens, et je les comprends, qui n'aiment pas leur métier, qui sont mal payés en faisant un travail plutôt désagréable, sans paiement symbolique, sans salaire véritablement. Ils disent, non, on va pas passer notre vie à travailler. Et puis, la plupart du temps, avec tout ce qu'on ingère comme saloperie en mangeant des produits industrialisés, on se retrouve avec des cancers, avec des maladies de Parkinson, avec évidemment, on vit beaucoup plus longtemps, mais dans quel état? C'est ça. Donc, la retraite, on n'en profite pas. On en profite mal, la plupart du temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, même, il y a une espèce de décompensation quand on arrête le travail, et puis d'un seul coup, on voit que le corps s'effondre. On nous a dit, vous n'êtes que quelque chose qui, dans la société, fonctionne. Si vous n'êtes plus dans la société, vous ne fonctionnez plus, vous êtes renvoyé à vous-même, alors vous rencontrez, je sais pas, votre mari que vous découvrez, votre femme que vous découvrez, votre solitude, vous-même, qu'éventuellement vous découvrez, et puis une espèce de décompensation, d'effondrement, le système immunitaire fait que, et hop, on voit des gens, on se dit, mais même pas profiter de sa retraite. Donc je soutiens absolument tous les gens qui veulent au moins la retraite à 60 ans. La France bloquée, c'est une perspective qui nous attend pour la semaine prochaine. C'était prévisible, c'est une colère sociale qui monte de toutes parts. Oui, mais vous savez, il y a la jurisprudence de l'emmerdeur. C'est une citation, c'est quand même le président de la République qui a dit à un moment donné que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Et je pense qu'il y a chez lui une théorie de l'emmerdement, comme ça, du genre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est le traitement que je vais vous infliger. Moi, j'ai décidé que... Il prétend qu'il peut reculer sur cette réforme? Il est marchand de tapis. Vous savez très bien, quand on achète un tapis, quel prix vous allez mettre, jusqu'où vous allez aller, comment vous allez obtenir le fait que ceci ou que cela. Donc vous avez un certain nombre de choses que vous avez lâchées en cours de route pour dire, vous avez vu, on est de bonne volonté, mais finalement, le noyau dur, on va pas lâcher. Et je pense qu'on va vers un bras de fer, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections et qu'il n'a vraiment rien à perdre et que la violence, ça ne le gêne pas du tout. Et l'idée que des gens soient dans la rue, ça ne le gêne pas du tout. L'idée que la France soit arrêtée, ça ne le gêne pas du tout. Donc d'une certaine manière, quand les syndicalistes disent que c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe actuellement, d'une France bloquée, c'est pas faux. C'est-à-dire que cet homme n'a pas la culture de la négociation. Il n'a pas la culture démocratique. Il a perdu les élections législatives. Démocratique, il a été élu démocratiquement, Michel Onfray. Je ne vous le fais pas dire, mais l'Assemblée nationale aussi. Et l'Assemblée nationale ayant été élue et ne lui donnant pas raison, il devrait, en tant que chef d'État, je ne dis pas le général de Gaulle, le général de Gaulle aurait démissionné, mais lui, il en est bien incapable. Mais il doit se dire, l'outil qu'on m'a donné, c'est cette Assemblée nationale, avec le Rassemblement national et la France insoumise qui existent comme ces deux partis existent. Et à ce moment-là, on fait de la politique avec ce que les Français disent. C'est-à-dire, les Français ne sont pas à son service, il est normalement au service des Français. Et comme il n'a pas compris ça, et qu'on le laisse faire, il continue. J'aimerais qu'on évoque la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de tensions et de pression sur la France pour livrer des chars lourds, des chars Leclerc. Pratiquement tous les autres pays européens sont en train de livrer, qui des chars Léopard, qui des chars Abrams pour les Américains. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de cette guerre où la Russie a envahi l'Ukraine il y a pratiquement un an désormais?
Alors, je vous rappelle que la télévision a décidé que ça faisait 1 an. Moi, je vous rappelle que... février pour... Non, très précisément, c'est 2014 2014. Donc, cette guerre, elle existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que 9 ans, quoi. Cette guerre existe depuis 9 ans. On ne s'en occupe pas. Puis d'un seul coup, les médias disent on va s'en occuper et ça devient le problème. Ah, d'un seul coup, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Il s'est passé des choses en amont, avant qu'on en arrive à ça. Il y a vraiment que Macron, qui est un penseur du en même temps, pour nous expliquer qu'on fournit des armes de guerre et en même temps, on n'est pas des co-belligérants. Mais bien sûr que si. Tout le monde le dit, Biden le dit, tout le monde le dit. Tout le monde a très très peur d'entrer en conflit direct avec la Russie. Mais nous sommes en conflit. Alors pour l'instant, Poutine n'a pas encore choisi ni le lieu ni l'heure. Mais si vous rentrez dans une coalition contre la Russie, il est bien évident que la Russie, à un moment donné, va s'occuper de nous. Alors, ils ont des hackers, ils ont des cyber-hackers. Les hackers peuvent faire ce qu'ils veulent en Russie. C'est une espèce de deal avec Poutine. Poutine dit, vous faites ce que vous voulez, je vous laisse faire. Trafic de drogue, trafic d'organes, tout trafic possible et imaginable. Simplement, quand j'ai besoin de vous, je vous demande. Et vous faites le boulot pour moi. C'est-à-dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec les ordinateurs, avec le numérique, etc. Vous pouvez faire des guerres aux hôpitaux, que vous allez arrêter, aux ports, aux aéroports, quand vous serez dans un avion et que la tour de contrôle vous dira ça marche plus, etc. Ce sont des guerres possibles. La cyberguerre est aujourd'hui possible. Il n'y a pas que les chars russes sur la place de la Concorde à Paris pour imaginer une invasion. Il y a la possibilité de gêner des économies, il y a la possibilité de donner des informations, il y a la possibilité d'entrer sur des serveurs de banque, c'est-à-dire qu'on peut mener une guerre, c'est pas chez Clausewitz, c'est pour cause, mais qui pourrait s'avérer extrêmement dommageable. Vous pouvez, à distance, ralentir, par exemple, une centrale nucléaire, le refroidissement d'une centrale nucléaire, et de dire, bon ben voilà, maintenant, dans 2 jours, si elle n'est pas refroidie, cette centrale nucléaire, elle est susceptible d'exploser. Vous allez faire quoi ? Et pour l'instant, je pense qu'on va au-devant d'une 3e guerre mondiale, gentiment, doucement, à bas bruit. Écoutez, Poutine n'est pas du genre à dire « Ah, vous me faites peur avec vos chars, je vais rentrer chez moi, j'ai bien compris, j'arrête ». Et je tout le monde attend le go des Américains surtout, c'est ça la réalité. On est entièrement d'accord. Il est bien évident que vous avez raison, l'Allemagne attend la feuille de route donnée par les États-Unis. Mais je rappelle quand même que cette guerre coûte 5 millions d'euros aux Français tous les jours. Tous les jours. Et quand on nous dit il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas d'argent pour remonter le SMIC, on nous dit mais les caisses sont vides, souvenez-vous, la faillite, Fillon qui nous dit il n'y a plus rien du tout. Là, c'est quoi 1,5 milliard par an donné à l'Ukraine pour mener une guerre qu'on aurait pu éviter en faisant de telle sorte qu'on fasse véritablement de la diplomatie et véritablement de la politique. On voit bien que l'Europe, c'est une espèce de club qui suppose la vassalisation avec les États-Unis. Les États-Unis font comme toujours, ils font faire des guerres par les autres, ils soutiennent des individus, ils sont toujours là pour que les guerres aient lieu, le moins de soldats possible tués du côté des Américains. Et la France, au milieu de tout ça, les Français, est-ce qu'ils sont perdus, est-ce qu'ils sont désabusés, est-ce qu'ils sont résignés au fond ? Ils peuvent l'être parce que depuis 2005, il y a eu quand même un coup d'État en 2008, un coup d'État institutionnel. En 2005, les Français disent qu'ils ne veulent pas du traité européen. Et en 2008, le Parti socialiste et les Républicains, c'est-à-dire Sarkozy et Hollande, disent vous l'aurez quand même. Et tous les députés, enfin du moins ces députés-là, disent au Congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis, ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez en 2008 avec le traité de Lisbonne. Donc les gens disent mais ça sert à rien qu'on aille voter, vous nous demandez notre avis, quand l'avis ne vous convient pas, vous le mettez à la poubelle, on va pas se déplacer. 50% des gens ne vont pas voter, vous avez vu les élections, c'est quand même ça la vraie inquiétude. Donc les gens se disent il y a eu les gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue, ils se sont fait récupérer par la politique politicienne. Quand il y avait les gilets jaunes des ronds-points, c'était formidable, c'était girondin, chacun était là, on pouvait pas noyauter dans un village ou dans une ville, vous savez bien qui arrive, qui est quoi, etc. Il y avait une vraie identité des Gilets jaunes à ce moment-là. Ils se sont fait avoir en devenant parisiens et en montant à Paris. Et d'un seul coup, politiquement, ils se sont trouvés détruits, débordés par les Black Blocs, etc. Donc ils se disent, mais quand on dit par les élections qu'on ne veut pas de quelque chose, on dit allez vous faire voir. Et quand on le dit en descendant dans la rue, on lui dit allez vous faire voir aussi. Donc que les gens soient résignés, ça paraît un peu normal. J'ai appris il y a quelque temps que Macron avait fait acheter du matériel de maintien de l'ordre. Donc on se dit, tiens, il y a de l'argent pour maintenir l'ordre. Mais maintenir quel ordre ? Il faut bien armer les policiers. Il faut que les policiers puissent lutter contre la délinquance, Michel Onfray. Mais oui, mais et qu'ils ne soient pas démunis, parce qu'eux, ils mettent leur vie en danger tous les jours. Lutter contre la délinquance, ça ne se fait pas forcément avec des blindés. Quand, par exemple, et j'ai vu ça, et j'en ai souvent parlé, mais quand vous voyez certains gilets jaunes, il suffisait de mettre un gilet jaune. Enfin, souvent des Black Blocs qui travaillaient avec M. Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui dépavaient les Champs-Élysées et que vous laissiez faire, que la police laissait faire, ça veut dire qu'effectivement, les ordres sont donnés. Et les pavés, quand ils sont enlevés de l'avenue des Champs-Élysées, ils vont sur la tête des CRS ou sur des vitrines. Donc ça me paraît évident. Et après, on a dit, vous avez vu ces gilets jaunes, comment ils se comportent ? Ils vandalisent tout, partout, etc. Donc je pense qu'il y a un moment donné où les gens se disent, de toute façon, on est pieds et poings liés. Et une partie du succès de
de la manifestation de l'autre jour, voilà, elle du peut 19 s'expliquer janvier. comme ça aussi. Des gens qui disent, oui, il y a le problème des retraites, mais il y a le reste, quoi, on n'en peut plus.